merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce dimanche 17 août. Le bilan de l'agression génocidaire menée par les forces de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 61 944 martyrs, 39 rien que pour la journée de dimanche. Soumise à une sauvage agression sioniste et à un blocus étouffant, l'enclave palestinienne se retrouve coupée du monde. Famine et malnutrition font au quotidien des martyrs. Les dernières cuisines caritatives résistent et tournent à plein régime pour offrir aux Gazaouis les plus chanceux quelque chose à se mettre sous la dent. Et après le drame qui a coûté la vie à 18 personnes vendredi, après la chute d'un bus de transport de voyageurs dans Oued El Harrach à Alger, le Premier ministre algérien Nader Al-Arbaoui s'est rendu ce matin au chevet des blessés à l'hôpital Selim Zmirli. Sommet des partis politiques africains au Ghana, l'Afrique du Sud réaffirme sa position inébranlable en faveur de la cause sahraoui et s'engage à défendre la dernière colonie d'Afrique dans toutes les instances internationales et continentales. Volodymyr Zelensky se rendra demain à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump. Il sera accompagné de plusieurs dirigeants européens. Les alliés de Kiev se sont concertés en visioconférence cet après-midi à Bruxelles. Zelensky veut des garanties de sécurité. Von der Leyen annonce de son côté un 19e paquet de sanctions en septembre prochain contre la Russie. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition, mesdames et messieurs, avec un focus sur Gaza qui subit encore et toujours les atrocités de l'occupant sioniste. L'armée d'occupation a une nouvelle fois ciblé l'enclave palestinienne, faisant des centaines de victimes, entre hommes, femmes et enfants. Des bombardements qui alourdissent le nombre de martyrs à 61 944. Un groupe de citoyens palestiniens se trouvant dans la cour de l'hôpital Mahmadani dans la ville de Gaza a été pris pour cible par les forces d'occupation sionistes, un bombardement qui a fait 7 martyrs et plusieurs autres blessés. Au milieu de la nuit, l'hôpital a été ciblé, tuant 7 martyrs et en blessant plusieurs autres. En conséquence, l'hôpital a arrêté de fonctionner, mais après quelques heures, le service a repris et les blessés ont de nouveau été pris en charge à l'hôpital. Ils ont frappé juste à côté de nous et les corps des martyrs ont été retirés d'ici. Cela ne devrait pas arriver. C'est un hôpital et il devrait être protégé car il y a beaucoup de blessés ici. En plus des bombardements quotidiens, la famine vient s'ajouter à la tragédie. Les hôpitaux de l'enclave palestinienne ont enregistré 7 nouveaux martyrs, dont 2 enfants, au cours des dernières 24 heures en raison de la famine et de la malnutrition. Le fléau de la malnutrition porte à 258 le nombre total de victimes de la famine et de la malnutrition, dont 110 enfants. La crise humanitaire à Gaza continue de s'aggraver dans un contexte de blocus et de pénurie des vivres et de médicaments depuis le 2 mars 2025. L'occupation sioniste ferme tous les points de passage vers la bande de Gaza et empêche l'entrée de la plupart des aides alimentaires et médicales. C'est un fait, la faim s'est donc installée dans le quotidien des Palestiniens. Des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants se sont rassemblés aujourd'hui dans une cuisine caritative de la ville de Gaza pour obtenir du riz pour leur famille dans un contexte de grave pénurie, nous le disions, de nourriture résultant de ce génocide sioniste. Maria Scheuer. Devant les cuisines caritatives de Gaza, la scène se répète chaque jour. Ici, les marmites sont immenses, les gestes rapides, mais la nourriture reste maigre. Sous un soleil écrasant au cœur des ruines, des cantines improvisées tournent sans relâche. Des bénévoles, parfois eux-mêmes déplacés, servent comme s'ils peuvent des familles qui n'ont plus rien et qui accrochent leur dernier espoir à une simple louche de riz.
Je viens à 6 heures du matin à la cantine caritative pour chercher de la nourriture pour mes enfants. Si je n'en ai pas maintenant, j'attendrai jusqu'à l'après-midi ou jusqu'au coucher du soleil pour espérer en trouver. Mes enfants survivent grâce aux petites quantités de lentilles et de riz que nous recevons des cantines caritatives. J'espère que Dieu m'aidera à trouver quelque chose. Mes enfants n'ont pas encore pris de petit déjeuner. Ils attendent que je leur ramène quelque chose de cette cantine. Parfois la foule s'agite, une bousculade éclate, la faim rend les gestes fébriles, le besoin urgent, on est la cause. Et puis les louches se lèvent, plongent dans d'immenses marmites servant du riz fumant. Un repas simple, presque rien, mais pour beaucoup, c'est la seule nourriture, la seule source de survie. Sans Dieu et les cuisines caritatives, nous serions morts de faim. Nous arrivons ici à 8 heures du matin et souffrons pour avoir de petites quantités de lentilles ou de riz. Nous souffrons beaucoup. Sans ces cuisines caritatives et Dieu, nous n'aurions pas survécu. Des femmes fatiguées, des hommes désespérés, des enfants affamés, des centaines de mains tendues dans le vide, comme pour saisir un peu de répit, de quoi tenir jusqu'au lendemain. Et toujours à Gaza, le mouvement de résistance islamique palestinien Hamas a qualifié l'incursion de l'occupation sioniste dans le sud de l'enclave de manœuvre de diversion flagrante visant à couvrir ces crimes. Dans un communiqué publié ce dimanche, le mouvement a affirmé que l'intention annoncée aujourd'hui par le chef d'état-major de l'armée d'occupation d'occuper l'enclave palestinienne et d'accélérer les opérations militaires dans cette ville constituait une déclaration sioniste annonçant le début d'une nouvelle vague d'extermination brutale et d'opérations criminelles de déplacement de centaines de milliers d'habitants de l'enclave palestinienne et de personnes déplacées qui s'y sont réfugiées. L'intention du chef d'état-major de l'armée d'occupation terroriste d'approuver aujourd'hui les plans d'occupation de la ville de Gaza et d'accélérer les opérations militaires dans cette ville est une déclaration sioniste annonçant le début d'une nouvelle vague d'extermination brutale et d'opérations criminelles de déplacement de centaines de milliers d'habitants de la ville de Gaza et de personnes déplacées qui s'y sont réfugiées. Parler de l'installation de tentes dans le sud de la bande de Gaza sous prétexte d'arrangements humanitaires est une tromperie flagrante visant à couvrir le crime brutal que l'occupation s'apprête à commettre alors que les Nations Unies ont confirmé leur rejet des mesures prises par l'occupation dans ce contexte, les considérant comme contraires aux normes humanitaires et les plus élémentaires et comme une utilisation criminelle de moyens de pression humanitaire sur les civils afin d'atteindre des objectifs politiques et militaires. Et l'entité sioniste semble déterminée à mettre en application le projet de relocalisation des Razaouis vers le sud de l'enclave dans le but de s'emparer de la ville de Gaza. C'est dans ce sillage que l'armée d'occupation sioniste a annoncé se préparer à fournir des tentes et d'autres équipements. À partir de ce dimanche, les détails sous Hila Kilal. Il règne comme un air de déjà-vu dans le centre de Gaza. À bord de charrettes ou de vieux vannes, les Razaouis mettent le cap vers le sud. Ce n'est pas pour passer des vacances ou rendre visite à des proches, mais pour fuir par anticipation, en prévision du projet sioniste de relocalisation des Palestiniens de Gaza vers le sud de l'enclave. Et si certains ont pris les devants, d'autres ne veulent absolument plus entendre parler d'un énième déplacement. Comment suis-je censé atteindre le sud? Je devrais marcher avec mes enfants, ma femme, mes parents âgés pour rejoindre Rafah ou Khan Younis. Et même là, il n'y a pas de place. Où pouvez-vous déplacer 1 million de personnes? Pour inciter les habitants de Gaza à partir, l'entité sioniste a annoncé se préparer à déployer des tentes et d'autres équipements dans le sud de l'enclave, de la poudre aux yeux pour les Razaouis, qui, loin d'être dupes, savent pertinemment que le but de cette relocalisation est tout bonnement la confiscation de leurs terres. Cette idée leur est insupportable, ils la rejettent avec force et détermination et préfèrent rester chez eux, même au milieu de la dévastation. Ils veulent occuper Gaza, c'est déjà fait. À quoi servira le déplacement? Je veux juste être chez moi, vivre sous une tente, dans mon pays. Il s'agit d'une nouvelle opération de déplacement, d'une tentative de confiscation des terres. Nous appelons Israël à retirer son armée de Gaza et permettre aux déplacés de rentrer chez eux.
L'annonce décomplexée de l'intention de Netanyahou de prendre le total contrôle de Gaza, comme si ce n'était pas déjà fait, a fait couler beaucoup d'encre et fait réagir aux quatre coins du globe. Le Premier ministre sioniste a été vivement critiqué à l'intérieur même des terres palestiniennes occupées et au-delà, notamment par certains de ses plus proches alliés occidentaux. Sachez qu'un jeune Palestinien de 18 ans a été inhumé cet après-midi. Le jeune homme a été assassiné lors de l'attaque de son village situé en Cisjordanie occupée. Après l'attaque des groupes de colons venus des avant-postes situés sur les terres d'El Mouraïr, Abou Fallah et Tormos Aya, l'attaque s'est intensifiée où des dizaines de colons ont coupé des arbres et brûlé certaines propriétés, ce qui a nécessité un soulèvement populaire des habitants d'El Mouraïr et des villages voisins, où les gens ont arrêté l'attaque et expulsé les colons et protégé les propriétés. Comme d'habitude, les forces sionistes interviennent pour protéger les colons. Ces derniers étaient postés à l'entrée ouest du village et au moment même où le martyr apparaissait, il a été visé directement. Il a été retenu pendant plus de 20 minutes, saignant et gravement blessé. Nous n'avons pu l'atteindre qu'au moment où il était presque mort et ils l'ont laissé au sol en sang. Des milliers de personnes ont participé ce dimanche à une manifestation dans les territoires palestiniens occupés, appelant le dénommé Benyamin Netanyahou à parvenir à un accord pour mettre fin au génocide perpétré dans la bande de Gaza, ainsi qu'à la libération des détenus palestiniens et la récupération des captifs. Les manifestants ont brandi des affiches dénonçant la politique sanguinaire de Netanyahou et de ses acolytes. Certains manifestants ont bloqué des rues et des autoroutes et brûlé des pneus. Et ce sont les mêmes scènes que l'on retrouve au Maroc. De nombreux activistes et de manifestants marocains ont dénoncé la poursuite par le régime du Marzen de l'utilisation des ports du pays pour soutenir l'entité sioniste en lui fournissant des armes destinées à exterminer les Palestiniens à Gaza. Des manifestants ont donc organisé une marche populaire dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Tanger, au nord du pays, scandant des slogans accusant le Marzen de complicité honteuse avec l'occupant sioniste et exigeant la fin de la normalisation et la fin de la répression et des poursuites judiciaires illégales contre ceux qui s'y opposent et qui soutiennent la cause palestinienne au Maroc. Nous condamnons cette coopération militaire. Nous condamnons l'ouverture des ports du pays pour faciliter le passage des armes et des munitions sionistes. Nous condamnons cette coopération militaire et cette normalisation. Le régime marocain normalise depuis longtemps, mais il s'est officiellement engagé dans un processus honteux de normalisation avec l'entité sioniste, alors même que cette entité commet des crimes contre les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Nous sommes dans un pays qui a entamé le processus de normalisation et qui continue de le faire sous différentes formes, notamment avec ces navires qui accostent au port de Tanger, chose que les habitants de Tanger rejettent. Aujourd'hui, j'ai une seule demande. Il faut mettre fin à la normalisation avec les criminels, poursuivre le boycott et continuer les marches. Sachez également que les forces sionistes ont une nouvelle fois pris pour cible le Yémen. Cette fois-ci, c'est un site d'infrastructure énergétique au sud de la capitale yéménite Sanaa qui a été touché. La chaîne de télévision Al Masira a annoncé que la centrale électrique de Haziz avait été la cible d'un bombardement mettant hors service certains de ses générateurs. Les équipes de secours yéménites ont pu contenir l'incendie qui en a résulté. Retour chez nous, le Premier ministre Nader El-Arbaoui s'est rendu ce dimanche matin à l'établissement hospitalier spécialisé Salim Zmirlich à Alger pour s'enquérir de l'état de santé et des conditions de prise en charge des blessés victimes de la chute du bus de transport de voyageurs dans Ouad el-Harrach survenu vendredi dernier.
Le Premier ministre a transmis la compassion de Monsieur le Président de la République avec les blessés et leurs familles ainsi que son attachement personnel à suivre les conditions de leur prise en charge optimale et à mobiliser tous les moyens de l'État pour ce faire. Le représentant du président sud-africain au sommet des partis politiques africains, Jeffrey Radebe, a réaffirmé la position inébranlable de son pays en faveur de la cause sahraoui. Il a, et selon l'agence de presse sahraoui, affirmé que son pays s'engageait à défendre la cause sahraoui dans toutes les instances internationales et continentales, y compris le sommet africain des partis politiques qui jette les bases d'une organisation fédérative de ces partis et adopte un programme de travail au service de l'Afrique et de ses relations internationales sur les bases de la démocratie, de la justice, du développement et de la décolonisation de l'Afrique. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a appelé à accélérer la reprise des élections dans les municipalités où ce processus a été suspendu dans un communiqué publié après la fermeture des bureaux de vote. La mission a souligné l'importance de garantir aux électeurs de toutes les municipalités la possibilité de voter sans plus tarder. En ce qui concerne le déroulement du processus, la mission des Nations Unies a confirmé qu'il s'était déroulé de manière ordonnée et pacifique, selon les rapports, appelant toutes les parties à rester calmes et à traiter tous les recours éventuels par les voies légales. La mission salue la décision de la Haute Commission électorale nationale de reprendre le processus électoral dans cette municipalité de la région de Zaouïa le 23 août. La mission réitère son appel à accélérer la reprise des élections dans les 16 municipalités où le processus a été suspendu à la veille du scrutin, ainsi que dans les municipalités dans lesquelles les élections ont été suspendues en juillet, afin de garantir que les citoyens puissent exercer leur droit d'élire leurs représentants municipaux dans toutes les régions du pays, dans le cadre d'un processus pacifique, inclusif et transparent. Au Soudan, l'armée a envoyé d'importants renforts militaires vers les zones de combat dans les États du Kordofan dans le cadre d'un plan militaire visant à atteindre la région du Darfour et à lever le siège imposé à Al-Fashar, la capitale de l'État du Nord Darfour. Selon des médias soudanais citant des sources militaires, ces mouvements font suite à la décision du président du Conseil souverain de la transition, Abdel Fattah al-Burhan, qui a affirmé que la bataille décisive pour éliminer les membres de la FSR se déroulerait dans la ville d'Al-Fashar. Et on reste sur le continent. Au moins 45 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'attaques attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées contre plusieurs villages du territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Selon un responsable de la société civile de Lubero qui a requis l'anonymat, plusieurs personnes ont également été enlevées par les assaillants et demeurent portées disparues en République démocratique du Congo. Un projet d'accord de paix a été partagé avec la République démocratique du Congo et le groupe M23 avant la reprise des pourparlers dans quelques jours. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche un responsable qatari. La RDC et le M23 ont signé une déclaration de principe à Doha. C'était le 19 juillet, dans laquelle les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent dans la foulée de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington fin juin. Les deux parties avaient convenu d'élaborer un ensemble de mesures, notamment un mécanisme d'échange de prisonniers. Rappelons que plus de 2 millions de personnes ont fui les violences depuis janvier dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, où le M23 est actif selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU publié fin juillet. Direction le vieux continent à présent, avant une réunion très attendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington, prévue donc demain lundi. Les alliés du président ukrainien s'organisent en visioconférence ce dimanche. La coalition des volontaires s'est réunie donc durant 15 heures, notamment pour discuter de l'accord de paix sans cessez-le-feu préalable évoqué par Donald Trump après sa rencontre avec Vladimir Poutine dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a regroupé plusieurs États européens, l'Union
européenne, l'OTAN et d'autres pays comme le Canada. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Bruxelles ce matin pour participer à cette réunion de la coalition des volontaires par visioconférence. Zelensky qui a exposé sa vision et qui dit vouloir des garanties de sécurité. Regardez. J'ignore ce que Poutine et le président Trump ont réellement discuté. J'aimerais que Trump partage de nombreux détails avec moi, puis avec les dirigeants européens. Ce que le président Trump nous a dit à propos du signal concernant les garanties de sécurité est bien plus important pour moi que les réflexions de Poutine, car ce dernier ne nous donnera aucune garantie de sécurité. Seule une armée forte peut garantir la sécurité. Seule l'Ukraine peut le faire. Je pense que seule l'Europe peut financer cette armée et que les armes nécessaires à l'armée peuvent être fournies par notre production nationale et européenne, mais certains produits sont rares et ne sont disponibles qu'aux États-Unis. Voilà, à mon avis, les garanties de sécurité. Dans le même dossier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré aujourd'hui, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Zelensky, qu'il ne pouvait y avoir de limite aux forces armées ukrainiennes ni à l'aide extérieure. La dirigeante européenne a exposé la position de l'Europe sur un éventuel futur accord de paix entre la Russie et l'Ukraine lors d'une conférence de presse conjointe donc avec le président ukrainien. Von der Leyen a également annoncé les préparatifs du 19e paquet de sanctions contre la Russie qui, selon elle, sera publié début septembre. Since the beginning of Russia's brutal invasion, Ukraine must be able to uphold its sovereignty. L'Ukraine doit pouvoir préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Aucune limite ne peut être imposée aux forces armées ukrainiennes, qu'il s'agisse de coopération avec des pays tierces ou d'assistance de ces pays. Tant que le bain de sang en Ukraine se poursuivra, l'Europe maintiendra sa pression diplomatique et surtout économique sur la Russie. Nous continuerons de renforcer les sanctions. Nous avons adopté 18 paquets de sanctions à ce jour et nous préparons le 19e. Ce paquet sera présenté début septembre. Advancing preparation for the 19th. This package will be forthcoming in early September. Ursula von der Leyen a par ailleurs annoncé qu'elle se rendrait avec plusieurs dirigeants européens à la Maison-Blanche demain lundi aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la demande de ce dernier, dans la foulée, le chef de l'OTAN, Mark Rutte, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre britannique Keir Starmer ou encore le président finlandais Alexander Stubb ont tous confirmé être du voyage pour Washington. La coalition des volontaires regroupe la plupart des grands pays européens, l'Union européenne, l'OTAN et des pays non européens comme le Canada. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir détruit 4 bombes aériennes et abattu 300 drones appartenant aux forces ukrainiennes en 24 heures. Dans un communiqué publié ce dimanche sur les bilans des opérations militaires, le ministère a affirmé que le système de défense aérienne avait réussi à détruire des bombes et des drones qui volaient dans son espace aérien, tandis que ses forces avaient pris pour cible un site de stockage de missiles tactiques Sapsan et leurs composants appartenant à l'armée ukrainienne. Pour la 5e nuit consécutive, des émeutes ont eu lieu dans les rues de la capitale serbe Belgrade depuis la catastrophe de la gare de Novi Sad l'année dernière. Des rassemblements anticorruption ont lieu dans tout le pays. Les manifestants réclament des élections anticipées. Le président serbe Aleksandar Vučić a déclaré ce dimanche que son équipe n'envisageait pas de déclarer l'état d'urgence en réponse aux manifestations antigouvernementales quotidiennes qui sont devenues violentes ces derniers jours, mais a tout de même promis une réponse forte aux manifestants et aux émeutiers. Upravo je jedan od policajaca sa šlemom na glavi rekao svojim i krenuli su u juriš. Srđane, nazad!
L'Espagne entre dans sa 3e semaine d'alerte vague de chaleur et n'en finit pas de combattre les incendies qui se concentrent dans le nord-ouest et l'ouest du pays où l'armée s'est déployée pour aider à combattre les flammes. La Castille et Léon, la Galice, les Asturies et l'Extremadure sont désormais les principaux foyers des feux de forêt. Autre catastrophe, au moins 150 personnes sont portées disparues dans le nord du Pakistan où secouristes et habitants fouillent les déclins depuis 3 jours après des moussons ayant fait près de 350 morts. C'est ce qu'a annoncé l'autorité provinciale de gestion des catastrophes dans le seul district de Buner. Au moins 150 personnes pourraient être coincées sous les débris de leur maison ou avoir été emportées par les eaux. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.